Hommage à Awa Keïta, première femme députée du Mali, 43 ans après son décès. Elle bénéficie encore du recueillement et des prières de l'Organisation panafricaine des femmes. Nous sommes dans la mouvance du 31 juillet panafricaine des femmes. Cadre de concertation entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les industries de la minoterie. Ils nourrissent l'ambition de produire 10 millions de tonnes de maïs pendant la campagne agricole 2023-2024. Objectif, faire face au déficit de la farine de blé dans notre pays. Grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume de Danemark et le soutien technique du ministère en charge de la culture, la deuxième saison de la série télévisée Sékou Boiré est disponible. Elle a été projetée hier au CICB sous la houlette de la maison de production cinématographique Cora Film. Également avec moi dans ce studio, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un communiqué du gouvernement. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Bientôt, une compagnie aérienne russo-malienne fruit de la coopération entre le Mali et la Russie. Cette annonce fait partie des retombées de la visite que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a effectuée dans ce pays ami à la faveur du deuxième sommet Russie-Afrique. Je vous propose de suivre un extrait de l'interview bilan que le chef de l'État a accordé à nos envoyés spéciaux. La Russie demeure le partenaire fiable, le partenaire sincère et le partenaire engagé effectivement à répondre aux aspirations des populations maliennes. Donc, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de secteurs tels que le secteur de la sécurité. Et c'est là en train de continuer. Et pour ce sommet encore, nous allons renforcer tout ce qui est équipement, tout ce qui est coopération militaire. Mais aujourd'hui, comme on le dit, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Comme sans développement aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc les deux phénomènes sont liés. Une raison pour laquelle maintenant, pour cette dernière phase de la transition, le Mali a orienté à développer le secteur économique. Raison pour laquelle nous avons surtout travaillé sur le plan de l'agriculture, sur le plan commercial, et aussi sur le plan du transport. Comme j'ai tantôt dit, nous allons encore développer. On a fait la relance du chemin de fer. Il y a encore d'autres qui sont prévus. Mais aussi, nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc, c'est des procédures que nous allons suivre. Peut-être ça va prendre un peu de temps. Mais ce sont des résultats qui seront entendus, voire une accélération de nos engagements dans ces différents domaines, le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le domaine sécuritaire, le domaine du commerce et aussi dans le domaine politique. Comment mettre en place un programme national de production de 10 millions de tonnes de maïs pendant la campagne agricole 2023-2024 en vue de faire face au déficit de la farine de blé dans notre pays? C'est autour de cette préoccupation que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré ce lundi les industries de la minoterie. Mamari Kone. Après les batailles diplomatiques et sécuritaires, place à la bataille économique. Telle est la conviction affichée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui pense que la souveraineté du Mali passera par son industrialisation. C'est pourquoi au ministère en charge de l'industrie, l'heure est à la refondation de la politique industrielle. Une politique qui doit désormais reposer sur la promotion et le développement des industries en vue de la transformation des produits locaux. Toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur le sucre, toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur la farine, c'est des problèmes structurels. Et à ces problèmes structurels, nous avons toujours apporté une réponse conjoncturelle, notamment par le biais de l'importation. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de farine. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de sucre. Cette politique, dira le ministre Diallo, a ses limites. Il s'agit à présent de bâtir une réponse structurelle au déficit récurrent des farines de blé dans ce cadre d'échange avec les industriels du secteur de la farine. Comment aujourd'hui assurer la production de 10 millions de tonnes de maïs par an de façon à ce que ce maïs puisse être transformé par nos usines, par nos minoteries, en farine de maïs consommée par les Maliens. Bien sûr, on va continuer à promouvoir aussi la culture du blé, mais pour le moment, nous avons des variétés de maïs qui peuvent te faire 8 tonnes, 9 tonnes et même 10 tonnes à l'hectare.
L'État jouera toute sa partition, souligne le ministre de l'Industrie et du Commerce, en termes d'accompagnement des stratégies et des politiques publiques. La deuxième partie, la plus importante pour cela, c'est aussi d'engager un programme d'information, de sensibilisation et, comme je l'ai dit, même d'éducation industrielle en direction des consommateurs. Il faudra que les consommateurs aussi maliens apprennent à consommer malien. Le gouvernement promet par ailleurs d'intensifier la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Quant au programme de production de 10 millions de tonnes de maïs, il est prévu pour la campagne agricole 2023-2024. Il sera mis en œuvre par les départements de l'agriculture, de l'économie et des finances et celui de l'industrie et du commerce, a-t-il ajouté. Une autre femme leader a célébré à l'occasion de cette journée panafricaine des femmes. Il s'agit de Diop Sira Sissoko, une pionnière de la lutte pour les droits de la femme africaine. Elle est célébrée par le réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali. Boubacar Bablin Touré. Une célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine, pas comme les autres, par le réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali, Refampé. Ces pionnières ont décidé pour cette édition 2023 de rendre hommage à Diop Sira Sissoko, une icône de la lutte pour les droits des femmes au Mali, en donnant son nom à la salle de conférence du siège du Refampé Mali. Madame Diop Sira Sissoko fut l'une de ces pionnières à clamer l'instauration des droits égaux pour les hommes et les femmes en Afrique, malgré les différences ethniques et linguistiques sur le continent. De son parcours de combattante en faveur de l'amélioration significative des conditions de vie de la femme malienne en particulier et africaine en général, nous retiendrons l'éducation des enfants et la formation des adultes grâce à l'alphabétisation fonctionnelle, la place importante de la scolarisation des filles et la poursuite vers les études supérieures, son immense apport au ministère de l'Éducation nationale confronté au drame de la déscolarisation des filles, des abandons scolaires suite aux grossesses précoces. Cette initiative est plus que salutaire, car comme le dit l'écrivain poète Birago Diop, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Oui, Tanti Sira n'est pas partie. Elle est dans la salle, elle est dans nos esprits, elle est dans nos actes de tous les jours. La famille Diop Sissoko se réjouit de cette reconnaissance à l'endroit de la Tanti nationale et que son combat pour l'émancipation de la femme africaine en général et celle du Mali en particulier soit un exemple pour la nouvelle génération. Nous avons tous ensemble bénéficié pleinement de ces enseignements, tant sur le plan scolaire que sur celui des valeurs sociétales, culturelles et civiques qu'elle n'a cessé de nous prodiguer jusqu'à son dernier souffle. Ces femmes pionnières d'avant la période des indépendances, d'après la période des indépendances, de manière intergénérationnelle, jusqu'à ces jours, ont tout donné pour le développement de la femme africaine. Pour la grand-mère, je dois l'appeler comme ça, la grand-mère Diop Sira Sissoko, pour la femme, pour le haut fonctionnaire, pour la directrice, pour la syndicaliste de première ère, je ne peux dire que merci. La coupure symbolique du ruban, des témoignages à l'endroit de cette figure emblématique ont été entre autres faits marquants de cette cérémonie d'hommage dans le cadre de la journée panafricaine de la femme. Notre pays, à l'instar de la communauté africaine, célèbre aujourd'hui la journée de la femme africaine. Vous le savez déjà, à cette occasion, l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes, a organisé ce lundi une journée de recueillement de prières en la mémoire de Awa Keïta, première femme députée du Mali décédée le 7 mai 1980. Madame Awa Keïta faisait partie également des pionnières qui ont eu l'idée de la création de l'Organisation panafricaine des femmes, OPF. Sogona Kamiso. Sage-femme de formation, Awa Keïta fut la première femme députée en Afrique francophone. Compte tenu de son engagement et de sa détermination pour la cause des Africaines en général et celle des Maliennes en particulier, Awa Keïta fait partie des pionnières qui ont eu l'idée de la création de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes.
C'est donc pour rendre hommage à cette femme d'exception que l'OPF a organisé cette journée de prière et recueillement en la mémoire de Feu Hawa Keita. C'est aussi le résultat du travail conjoint avec les aînés pour en tout cas faire de cette journée panafricaine des femmes une journée de reconnaissance et une journée de prière et d'hommage aux pionniers de l'Organisation panafricaine des femmes. Et beaucoup d'entre elles sont parties aujourd'hui. Elles nous ont quittés, mais elles nous ont légué un lourd héritage. Au Mali, si vous voyez aujourd'hui que les femmes sont sur tous les fronts, c'est parce que ces dames-là ont lutté pour la promotion de la femme. Donc on leur rend hommage, ce n'est qu'une partie remise. Journée de prière et de recueillement, cette activité a également servi d'occasion idéale de témoignage et de conseils pour la nouvelle génération. Awa, tout son travail a été le soutien à l'amélioration de la condition de la femme. D'abord, elle a commencé par lutter pour supprimer la répudiation. Parce qu'avant, quand un homme ne voulait plus d'une femme, alors elle a supprimé la répudiation. Ensuite, elle a fait supprimer le mariage précoce. Avant, quand une femme perdait son mari, la veuve était obligée de se marier avec son beau-frère, même si elle ne l'aime pas. Je vous demande de suivre les pas de Hawa Keita. Nous avons mis nos pieds dans leurs pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pris en 1950, dans les années 60, quand elles ont décidé qu'il fallait que les femmes africaines prennent leur destin en main. Elles se sont battues pour nous, mais elles ont pensé à nous, leurs enfants, pour dire qu'il faut se battre. Et si chaque fois on pense à elles et qu'on leur fait cet hommage et ce retour de reconnaissance, je pense que c'est de bonne guerre. En marge de la journée, les femmes se sont recueillies sur la tombe de Mme Diop Serassi Soukou, une autre pionnière de la lutte pour l'émancipation de la femme malienne et africaine. Je vous l'annonçais tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un communiqué du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple
du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre, je vous remercie. En troisième région, les femmes s'intéressent de plus en plus à la transformation des produits locaux. L'une des entreprises évoluant dans ce domaine est l'entreprise Damou de Sikasso qui transforme la pomme de terre et d'autres produits. Sa promotrice Berthé Nana Traoré a déjà quelques distinctions à son actif, dont le prix de la meilleure vendeuse de la FIARA 2023, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Moustapha Doumbia. L'entreprise Damou est aujourd'hui un modèle en matière de transformation agroalimentaire dans la capitale du Kénédougou. Une entreprise créée en 2020 et qui emploie actuellement 14 personnes, dont 4 employés permanents. L'unité a vu le jour grâce à la volonté d'une dame convaincue que l'auto-emploi peut assurer l'épanouissement économique de la femme. J'ai hérité la transformation de ma grand-mère qui faisait aussi cette activité. Sinon, je suis secrétaire de formation. J'ai reçu des formations sur la transformation et j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans d'autres entreprises avant de créer la mienne. Notre unité travaille principalement sur la pomme de terre, mais nous transformons aussi des céréales et de la patate douce. Pour la pomme de terre, nous pouvons en tirer plusieurs produits, dont des chips, des biscuits, du jus et du couscous. En plus de la transformation, l'entreprise Damou de Sikasso veut garantir davantage la qualité de ses produits en s'impliquant dans la production. Nous avons commencé la production de la pomme de terre pour disposer des produits de qualité pour l'entreprise. L'objectif est de produire ce que nous transformons. C'est dans ces conditions que nous pourrons garantir davantage la qualité de nos produits parce que nous maîtriserons des facteurs liés à l'utilisation de l'engrais qui jouent sur la qualité. Je profite pour inviter les jeunes diplômés en quête d'emploi à s'intéresser au secteur privé. La détermination de la promotrice de l'entreprise Damou est reconnue par l'interprofession Pomme de terre du Mali. L'une des difficultés de cette filière est justement la transformation. Depuis 3 ans, elle est en train d'évoluer positivement et de façon exponentielle. La preuve, c'est qu'elle est en train de mettre sa marque non seulement au Mali, dans toutes les régions du Mali, même les gens de Tombouctou sont en train d'apprendre la transformation à travers son unité, ses expériences et son savoir-faire, mais elle est en train de déposer aussi sa marque dans la sous-région. Et récemment, la Guinée voudrait qu'elle parte en Guinée pour former même les femmes et les jeunes. La promotrice de l'entreprise Damou, Berthé Nana Traoré, vient de recevoir une éplucheuse de pommes de terre offerte par le projet Fit the Future, une distinction qui s'ajoute au prix de la FASCO 2023 et au prix de la meilleure vendeuse de la FIARA 2023 au Sénégal.
À présent, un gros plan sur deux sourds-muets sortant du centre de formation des sourds-muets de Koulikoro, une structure d'accueil mise en place par Djabinta Binta Danyogo, maire d'une sourde-muette. Les premiers pensionnaires de ce centre travaillent aujourd'hui dans certaines structures d'État et dans le secteur privé, suivant ces dossiers réalisés par Djemba Moussa Konaté. Monzon Koulibaly est un sourd-muet. Marié et père d'un enfant, il a été formé par le centre d'apprentissage des sourds-muets de Djabinta Binta Danyoko. Il a étudié au centre jusqu'en 4e année. Après cela, Djabinta Binta Danyoko l'a amené dans un atelier de menuiserie bois pour qu'il apprenne un métier. Aujourd'hui, Monzon Koulibaly a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au conseil de cercle de Koulikoro et les employeurs sont fiers de sa prestation. De son engagement a maintenant une réduction également de la qualité des services, parce que ça contient que l'entretien quotidien des locaux du conseil. Nos bureaux sont bien propres, nettoyés tous les matins, donc ce qui n'était pas le cas l'année passée récent. Tout comme lui, Sitafa Diarra a le même handicap. Sortant du centre de formation de Djabinta Binta Danyoko, lui aussi, il a bénéficié d'un contrat à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Chez nous, on recrute les gardiens, c'est les gardiens manœuvres, comme on le dit. Et ils sont payés sur fonds propres. Au départ, il ne savait pas le travail, mais il a appris sur le tas. Il fait le nettoyage des bureaux, la salle de réunion, l'entretien des toilettes et de la cour. La maison de la femme, de l'enfant de Koulikoro accueille aussi souvent ses enfants en situation de handicap. Elle apprend aux filles la coupe et couture ainsi que le perlage. Les premières qui ont bénéficié de cette formation sont installées à leur propre compte. Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas à être marginalisés. Le fait seulement d'appeler la personne, échanger avec lui-même dans leur langage, par exemple quand on parle des personnes sourds-muets, le fait de leur montrer que nous également qui parlons verbalement, nous connaissons également leurs signes en leur parlant, leur donne une valeur. Pour accompagner Mme Djabinta, l'Académie d'enseignement du Koulikoro a mis à sa disposition une salle de classe dans la cour de l'école du centre. Elle a recruté des formateurs qui apprennent aux enfants les fondamentaux de la vie. Ce centre-là prend en charge des enfants démunis. Donc Mme Djabinta, elle est à saluer, elle est à encourager, elle est à féliciter. Parce qu'elle est partie de ses moyens de bord personnels pour prendre ce centre-là. Madame Djabinta est une dame battante. N'eût été quelqu'un d'autre, du fait qu'elle n'ait pas assisté, elle n'allait pas pouvoir tenir baisser les bras. Mais bravo à elle. Certains enfants handicapés sont confiés à Djabinta Binta Danyoko par leurs parents, mais d'autres viennent s'inscrire eux-mêmes. Parmi les pensionnaires du centre, il y a des orphelins de père et de mère. C'est ma première fille qui est sourde-muette. Au départ, on l'a inscrite à l'école d'Ikia Kalansou. Après, on l'a amenée à l'école des sourds-muets à l'hippodrome. On a beaucoup souffert avec elle. C'est pour cela que, lorsque mon mari a été muté ici à Koulikoro, j'ai constaté que les enfants sourds-muets sont marginalisés. Certaines font mandia, d'autres sont même abandonnés par leur famille. C'est ainsi que j'ai réfléchi à créer un centre pour les enfants sourds-muets. L'Académie d'enseignement a mis à ma disposition quelques classes au sein de l'école du centre, mais je n'ai pas eu d'autre soutien. Chacun de nous doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Parce que ce centre, c'est dans l'intérêt non seulement de la région de Koulikoro, et c'est une fierté aussi pour tout le pays. Au regard de tout ce qui précède, nos interlocuteurs souhaitent l'implication des plus hautes autorités pour que Koulikoro ait une école pour sourds-muets. Les femmes de la diaspora malienne sont souvent confrontées à des difficultés, manque d'emploi, violences conjugales et bien d'autres formes d'abus. C'est pour faire face à ces manquements que l'association des femmes maliennes de Montreuil
est née avec près de 30 ans d'expérience. L'association mène beaucoup d'activités en vue de l'autonomisation des femmes. Les retours de Montreuil, Boubacar Bablen Touré et Ibrahima Koulibaly. Créée en 1996 par une Française, Lydie Perillo et Awa Kamara, l'association des femmes maliennes de Montreuil est régie par la loi 1901. Le but de l'association, c'était de faire sortir les femmes de l'isolement et de faire connaître leurs droits et de les aider à s'intégrer dans la vie socio-culturelle de la ville et à être autonomes. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, l'organisation féminine a 27 ans d'existence. Les principales activités que l'association mène, c'est l'alphabétisation et la couture, des sorties culturelles avec nos enfants. L'une des activités phares de l'association est le volet écoute. On reçoit les femmes, tout le monde on peut recevoir, qui sont dans les difficultés. On les écoute et après on les oriente. En plus du volet écoute, l'association s'est aussi intéressée à la coupe-couture et à la confection des objets artisanaux. Couser les robes, les sacs, elle était d'oreiller, couser même les draps. Voilà, pour vendre, pour aider les associations. Autre activité non les moindres de l'organisation, le jardinage et la cuisine avec des menus maliens, français et asiatiques. C'est une association qui est ouverte aussi à d'autres nationalités, donc chacun apporte sa spécialité. Pour apprendre l'autre à faire ce que je sais faire, donc on a décidé d'introduire l'atelier de cuisine. Au-delà de cette initiative, l'association œuvre aussi pour la sortie familiale, histoire de faire découvrir aux enfants et leurs parents qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce luxe des endroits culturels. On a vu que les autres enfants qui partent à l'école et arrivés à l'école après les vacances, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu pendant les vacances. Donc nos enfants ne pouvaient pas parler parce qu'ils ne participaient pas à ce genre de sorties. L'aide aux devoirs ou encore l'alphabétisation et l'initiation à l'informatique font aussi partie des activités de l'association des femmes maliennes de Montreuil. L'aide du devoir des enfants, les mamans n'ont pas fait école quoi. Pour aider les enfants, aider pour faire les devoirs. L'informatique aussi, on fait une fois à la semaine, tous les lundis. On commence à 17h, on finit 19h. Pour l'atteinte de tous ces objectifs que l'association des femmes maliennes de Montreuil s'est assignée, elle peut toujours compter sur le soutien de la mairie de Montreuil, partenaire privilégié, et les cotisations des membres. La semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est du 1er au 7 août 2023. Favoriser l'allaitement maternel, faire une différence pour les parents qui travaillent, c'est autour de cette thématique que se tiendra l'édition 2023 de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Inaba. Au Mali, la recommandation retenue est de mettre le bébé au sein dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement. Cela permet au nouveau-né de bénéficier du colostrum, premier lait, riche en vitamine A, en protéines, en acides gras, en anticorps et en facteurs de croissance nécessaires pour son développement harmonieux. Il s'agira donc, pour cette édition 2023 de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, d'informer la population sur le point de vue des parents qui travaillent sur l'allaitement et le rôle parental, encourager les congés payés optimaux et un soutien de travail qui sont des outils importants pour permettre l'allaitement. Engager avec des individus et des organisations la collaboration et le soutien à l'allaitement au travail. Galvaniser l'action visant à améliorer les conditions de travail et soutien approprié à l'allaitement. Concernant les mères travailleuses, d'autres efforts ont été entrepris par les autorités du Mali afin qu'elles puissent allaiter leur bébé pendant les heures de travail. Ainsi, il est accordé à la femme fonctionnaire qui allaite 1 heure de tétée par jour de la naissance au 15e mois de l'enfant. L'allaitement maternel donne à chaque enfant un grand départ dans la vie de manière équitable. L'allaitement maternel est naturel et économique. L'allaitement maternel garantit la santé et le développement harmonieux de l'enfant. Unissons nos forces pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel.
À l'instant, un extrait du message du ministre de la Santé et du Développement social à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui commence demain. Le Maroc a célébré hier 30 juillet le 24e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. À cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Mali a organisé hier une rencontre dînatoire. L'événement a réuni les ambassadeurs des pays frères, amis et les autorités maliennes. Ibrahim Kaoukonaté. La fête du trône est l'une des plus grandes fêtes civiles au Maroc, célébrée depuis le 30 juillet 1999. L'intronisation du 24e anniversaire du règne de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. L'ambassadeur du royaume chérifien a saisi cette occasion pour rappeler les relations bilatérales historiques entre le Mali et le Maroc. Si cet anniversaire cristallise l'attachement et le dévouement de toutes les composantes de la nation au trône alawite, il est devenu aussi, au fil du temps, l'occasion d'exprimer clairement les valeurs d'authenticité, de liberté et de démocratie, de s'engager en faveur de la défense de la liberté et de la souveraineté du royaume et de veiller au parachèvement de son intégrité territoriale. Plus de 100 accords bilatéraux signés de 1960 à nos jours, ces accords touchent tous les domaines de coopération. En cette heureuse circonstance, il me plaît de rappeler ici que les peuples marocains et maliens sont liés par de profondes relations historiques et culturelles à travers le Sahara. Ces liens séculaires de proximité nous ont permis, au fil des siècles et des vicissitudes de l'histoire, à davantage rapprocher nos peuples respectifs. Le 24e anniversaire du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI perpétue la dynastie alaouite gouvernant le Maroc depuis 1660. Fin du projet UNITAR sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Durant 24 mois d'opération, le projet UNITAR, en partenariat avec l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, a obtenu des résultats probants, parmi lesquels la formation de plus de 1700 agents du système judiciaire, de la société civile et de la presse. Jules Sambou-Sissoko. Lancé en 2021, le projet UNITAR UNFJ Maître Demba Diallo pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali a été exécuté avec succès. La formation continue reste la clé de voûte de l'idéal de justice. Il fallait assurer en moins de 2 ans la formation de 1800 agents du secteur public et du secteur privé, assurer la formation de 38 formateurs, organiser des voyages d'études au profit de 30 agents des services centraux du ministère de la Justice au Rwanda et au Sénégal. Je suis sûr que suite aux formations reçues dans ce domaine, tous les participants, en appliquant les bonnes pratiques issues de ces formations, se regarderont dans leur miroir et n'oublieront jamais leur visage. Financé par la coopération allemande et l'INFJ à hauteur de 800 millions de francs CFA, le dit projet est une contribution des partenaires à la transition au Mali dont la justice est impliquée. Ces efforts vont se poursuivre en termes de réformes structurelles, des mesures pour l'amélioration des méthodes et outils de travail, de promotion de la gouvernance dans les secteurs afin de créer les conditions d'un nouveau système de justice plus efficace pour être à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des enjeux actuels et futurs. Plusieurs personnalités ont reçu des attestations pour leur contribution de qualité au parcours du projet UNITAR UNFJ Maître Demba Diallo. Un chiwara a été décerné au responsable de l'UNITAR qui, à son tour, a remis des exemplaires de documents sur l'assistance judiciaire et son décret d'application traduit dans 13 langues nationales au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Hajj 2023, le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, a rencontré ce matin les membres de la délégation nationale d'organisation de l'événement. Il s'agissait pour lui de faire le point de la participation du Mali. Il ressort que les difficultés enregistrées cette année sont liées au grand nombre de pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Le point avec Soumaïla Berté.
Rencontre de débriefing avec les délégués, le Hajj 2023 a marqué les esprits par le nombre impressionnant des pèlerins. Officiellement 4 millions, mais dans les faits, on estime à plus de 5 millions de pèlerins, dont 13 323 Maliens. L'Arabie Saoudite a été dépassée par les nombres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en réalité, ils n'ont pas pu satisfaire les gens à la hauteur du souhait. Malgré que et le gouvernement et les agences privées se sont acquittés de tout engagement qui les sont dévolus. Donc, nous avions écrit à l'endroit des autorités saoudiennes par rapport au manquement. Juste pour vous dire qu'on a remercié les délégués par rapport à ce qu'ils ont donné comme effort à l'ensemble des pèlerins. Et aussi, nous remercions l'ensemble des pèlerins maliens de leur discipline et de leur savoir-faire, car ils nous ont facilité la tâche. La tâche n'était pas du tout facile. Cette année, les difficultés du pèlerinage sont liées en grande partie à la non-maîtrise du nombre de pèlerins sur les lieux saints de l'islam. Selon les observateurs, cela est consécutif à la levée des mesures de restriction liées au Covid-19. Cette année, il y avait plus de 70% de nos pèlerins maliens qui étaient au-delà de 60 ans, ce qui est un problème. Deuxième chose, parce que l'an passé, la restriction était faite contre les vieilles personnes. Ils ont beaucoup profité cette année pour aller à la Mecque. Donc, ça nous a donné tellement de problèmes. Face à ces difficultés enregistrées cette année, le ministre Kony promet d'apporter des correctifs d'ici la prochaine édition. Les acteurs du climat sont en session ici à Bamako. Ils évaluent la mise en œuvre de la Convention internationale déterminée au niveau national en matière de lutte contre les effets du changement climatique. Les membres du réseau climat se penchent également sur le respect des engagements internationaux à travers la diffusion des rapports sur le sujet. Batraouri. La CDN, convention déterminée au niveau national, est l'outil d'évaluation de l'accord de Paris que le Mali a signé en 2015. Il s'agit d'un ensemble de dispositifs permettant de définir les objectifs et programmes d'action à mener dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les acteurs du climat, sous la houlette de l'ONG AFAD, Association de formation et d'appui au développement, engagent la réflexion en vue d'évaluer le processus. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est d'une grande importance. Elle vise à amener les acteurs à s'approprier le processus de mise en œuvre de la CDN pour faire du niveau d'ambition du Mali pour la lutte contre les changements climatiques une réalité pour les communautés impactées. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour échanger sur ce rôle de la société civile et voir aussi qu'est-ce que le chemin parcouru de 2015 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN. La rencontre est organisée grâce au soutien financier de la PAGJA, l'Alliance panafricaine pour une justice climatique. La Banque mondiale présente son rapport annuel sur l'évolution économique du Mali. Selon les experts, l'économie malienne augure de bonnes perspectives. La note sur la situation économique du pays, la croissance du PIB, produit intérieur brut, a été résiliente en dépit des nombreux chocs que le Mali a subis en 2022. Fademba Keita. La note sur la situation économique du Mali en 2023 de la Banque mondiale est articulée autour de 2 chapitres et un coup de projecteur. Le premier chapitre dresse les évolutions et la pauvreté en 2022 ainsi que les perspectives en 2023-2025. Le rapport dresse notamment l'évolution de la pauvreté et aussi des tendances macroéconomiques en général. Donc nous parcourons les aspects de finances publiques, de la dette. Ce qu'il y a à retenir, comme je le disais, c'est que l'économie a fait montre d'une certaine résilience portée notamment par la reprise de la production agricole vivrière. Un chapitre spécial est réservé à la résilience financière face à la sécheresse et aux instruments de financement et d'assurance des risques de catastrophes afin de réduire les impacts socio-économiques négatifs dus au choc climatique. Le rapport analyse aussi les perspectives de l'économie malienne et les risques y afférents à moyen terme. En plus de la croissance du PIB estimée à 1,8%, les experts de la Banque mondiale constatent la reprise de l'agriculture vivrière et la résilience de l'or et des télécommunications.
L'URDK a tenu ce samedi à Kéniéba sa conférence régionale, un événement marqué par l'état des lieux de la vie du parti en première région et l'élection d'un nouveau bureau de la Fédération régionale de Caille. Mamadou Awa Gassama a été reconduit à la tête d'un bureau de 53 membres pour un mandat de 5 ans. Le point avec Mamadou Alioubari. Le parti de la poignée de main sonne la mobilisation à Kéniéba. Ce renouvellement de la fédération régionale a réuni les militants venus de Kita, Kaye, Yélémané, Nyoro du Sahel, Bafoulavé et Bamako. Les responsables du parti ont saisi l'opportunité pour expliquer l'état de santé du parti, marqué par le soutien aux initiatives de développement. Aujourd'hui, qui connaît l'IRD sait de quoi Gassama est dans l'IRD. Aujourd'hui, il est reconnu par 3 régions. Donc, c'est une confiance méritée et dont les militants IRD l'ont apporté parce qu'ils le méritent. Nous pouvons dire que Kéniéba a eu des postes stratégiques dans ce nouveau bureau et nous allons nous battre pour la réussite de l'URD. Tout le monde contribue à sa manière. Nous sommes de bonne foi et nous collaborons notre force comme une militante, une vraie militante. À l'issue des travaux et des échanges sur l'avenir du parti, les délégués ont renouvelé leur confiance à Mamadou Hawa Djabi Gassama à la tête de la fédération régionale de l'URD de Caille. L'URD, c'est un parti fort, c'est un parti solidaire, c'est un parti implanté dans tous les territoires du Mali. J'ai rendu ma démission et les militants m'ont reconduit. Je ne peux que les remercier et je ferai tout pour relever les défis pour la réussite du parti. J'ai eu tout dans l'URD. Je serai leur avocat, je serai leur financier, je serai leur défenseur, leur porte-parole partout. Nous avons des défis à relever. D'autant plus que, comme l'a dit nos prédécesseurs, donc l'ancien bureau a eu d'énormes difficultés à aller loin. Donc nous, notre défi, c'est de tout faire pour réussir. Parce que la réussite même du parti en dépend. Tant que nous, on ne réussit pas, je sais que ça peut jouer aussi sur nos sections, sur nos sous-sections. Parce que c'est nous qui sommes devant eux. C'est nous qui devons être un flambeau. La fédération régionale URD Caille a également saisi cette conférence pour rappeler à ses militants son soutien aux autorités de la transition pour un Mali pluriel et émergent. La conférence a rendu un hommage à l'honorable feu Soumaïla Sissi et les héros du parti de la poignée de main. La plateforme politique et sociale Anko Fasoko vient de procéder à l'inauguration de son nouveau siège ici à Bamako. Cette initiative participe à la promotion et au renforcement de la plateforme à travers son implantation au Mali, en Afrique et dans le reste du monde pour la conquête du pouvoir. Jules Sambou Sissoko. La plateforme politique et sociale Anko Fasoko dispose d'un nouveau siège, 6 au quartier Irimadjo Zerni, en commune 6 du district de Bamako. Le bâtiment flambant neuf, R+1, est composé de 2 salles de conférence et des bureaux. Ma gratitude va à l'endroit du président du Parti socialiste pour le renouveau, PSR, le président Émile Salamto, président exécutif de la plateforme Anko Fasoko, qui a mis gracieusement à notre disposition ce édifice pour en faire un siège. Cet appui est une démonstration claire de notre aptitude à la solidarité et à l'entraide, qui est une valeur fondamentale au Mali. Chaque membre de la plateforme peut et doit donner le meilleur de lui-même. C'est l'union qui fait la force. L'inauguration du siège a été couplée à la rencontre de prise de contact entre les responsables des différentes composantes de la plateforme Anko Fasoko. Pour rappel, la plateforme Anko Fasoko est composée de regroupements de partis politiques, d'associations et de hautes personnalités, ayant une vision commune avec pour objectif d'affronter les échéances électorales à venir dans le but de conquérir et d'exercer le pouvoir conformément au triptyque du parti, Dambé, Danaya, Ladria. Pour la plateforme Anko Fasoko, la restauration de l'espoir passera par un renouveau politique, une nouvelle vision pour les élections générales à venir. La plateforme Anko Fasoko a été lancée en 2022. Retour à l'intérieur du pays, la Direction générale de coopération et développement est un projet de plan Mali pour soutenir les jeunes en situation de crise. Il vient de doter 29 jeunes en matériel et équipement de travail pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans le cercle de Massina. Honoré Chino.
C'est pour renforcer la résilience économique des communautés face à la protection des enfants en situation de crise que Plan International Mali effectue cette donation à Massina. Ils sont 29 filles et garçons de Kolongo, Saloba, Sana et Massina à bénéficier de ces équipements et matériels pour des activités génératrices de revenus. L'amélioration des conditions de vie des cibles et le renforcement de la résilience passe par l'autonomisation économique des jeunes et des adolescents. Il en est de même du maintien de la continuité des activités de l'État dans l'assistance aux populations vulnérables. Ce sont des équipements pour la réparation des motos et vélos, vulgarisation, maçonnerie, couture, menuiserie, coiffure et installation d'antennes paraboliques. Des activités pour assurer la réinsertion économique de ces jeunes. Le coût total des équipements s'élève à près de 10 millions de francs CFA. Ça va nous permettre de trouver l'argent et de gérer les familles et de gérer nos grands frères, à nourrir les familles. Je suis très content. Des partenaires vont se rendre dans toutes ces 3 communes pour évaluer ce matériel en termes de rentabilité, en termes de fonctionnalité et en termes d'opportunités qui peut être source de revenus pour d'autres jeunes. Cette donation est du programme Plan Mali, du renforcement de la résilience, de la protection des enfants, adolescents et jeunes vivant dans les camps de réfugiés, des camps de déplacés internes et des communautés vulnérables. L'association des éditeurs de la presse privée ACEP a un nouveau président. Il s'agit de Boubacar Yalkouye, porté à la tête de l'organisation par les patrons de presse. C'était lors de l'Assemblée générale élective organisée par les comités transitoires. Le point de cette assemblée avec Henri Djouma Tina. Boubacar Yalkouye, directeur de publication du journal Le Pays, est le nouveau président de l'association des éditeurs de presse privée ACEP. Il est élu par les directeurs de publication lors de l'Assemblée générale élective de l'organisation. Le bureau a été plébiscité par 140 directeurs de publication sur 235 qui sont les mandants de l'ACEP. Et à partir de là, nous avons décliné nos objectifs qui sont les suivants. Le premier, c'est d'accompagner la maison de la presse dans la dynamique de l'adoption des nouveaux textes au niveau du CNT. Le second point au niveau de la presse écrite également, c'est de faire en sorte que nous puissions installer une centrale d'achat parce que tout le monde sait que le coût de l'imprimerie chez nous ici, c'est vraiment une énorme difficulté pour les patrons de presse. Nous allons faire une messagerie nous permettant vraiment de faciliter l'envoi des journaux au niveau des différentes régions du Mali. Au-delà de cela également, la sécurité sociale. Parce que tout le monde sait que quand un journaliste tombe malade aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Cette assemblée générale élective met fin ainsi à la gouvernance du comité transitoire qui aura passé 6 mois et quelques jours à la tête de l'association. Et la mission qui lui était confiée consistait de procéder à la relecture des textes de l'ACEP puis organiser l'élection. Cette assemblée générale est attendue parce qu'elle devrait déclencher le processus de la refondation de la presse écrite et surtout de l'association des éditeurs de presse privée ACEP. Le 14 janvier 2023, à l'issue d'une assemblée générale ordinaire, les directeurs de publication ont voté une motion de défiance contre le bureau de l'ACEP avec une majorité écrasante. À la suite de cette motion, un comité transitoire de 7 membres, dont j'ai eu l'honneur de conduire, a été désigné pour 2 missions principales, à savoir la relecture des textes de l'ACEP et l'organisation d'élections pour la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. En terrain connu, le nouveau président de l'association des éditeurs de presse privée, Boubacar Yalkouye, dirigera un bureau de 17 membres. Sékou Boiré, la série télévisée de Guima National, la 2e saison, a été projetée hier au CICB par les responsables de la maison de production cinématographique Cora Film. Elle est placée sous le thème « Le rôle et la place du cinéma pour une approche culturelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali ». Cette 2e série est financée par l'ambassade du Royaume du Danemark avec le soutien technique du ministère en charge de la culture, Ibrahim Kaoukonaté. Cette nouvelle saison, Sékou Boiré, 2e du genre, avec Habib Dambélé Guimba National comme acteur principal, est composée de 6 épisodes. Cette cérémonie du lancement de notre projet Sékou Boiré pour confirmer le rôle et la place du cinéma pour une approche
pour la culture, la paix, la cohésion sociale au Mali. Corafilm, notre structure, fait partie d'un ensemble d'entreprises, d'organisations de la société civile et d'individus qui ont bénéficié du financement du FAMOC et de l'ambassade royale du Danemark. Les Américains font un film, tout de suite ils envoient 2 personnes aller tuer une ville de 40 millions de personnes et tout le monde dit la hawla wa la quwwata. Ils ont créé le complexe d'infériorité chez nous ici, chez tout le monde par rapport à eux. C'est le cinéma qui fait ça, qui a fait ça. Et donc si on ne valorise pas notre cinéma, vraiment ce serait un manque à gagner et ce n'est pas souhaitable. Financée par le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC, la série TV va bénéficier du soutien technique du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Mais nous avons estimé que l'idée portée par Corafilm à travers le film qu'ils vont mettre en place permet de contribuer à promouvoir une société malienne plus paisible, plus résiliente et plus respectueuse des droits humains. Cette série se donne pour objectif la consolidation de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali à travers une production allant dans le sens de la sensibilisation de nos communautés en vue de préparer le terrain pour un bon déroulement des élections municipales, mais aussi présidentielles. La réalisation de la saison 2, Seko Boiré, contribuera à la formation des jeunes au métier du cinéma. Le rendez-vous est pris pour le 20 janvier pour l'avant-première. La région de Koutiala a perdu ce samedi une autorité traditionnelle engagée, pétrie d'amour pour le Mali. Oumar Cheikh Di Barou Ouattara, fils de l'ex-chef de canton de Koutiala, est décédé à l'âge de 72 ans. Ses obsèques ont eu lieu hier à Koutiala. Brima Koni. Oumar Cheikh Di Barou Ouattara, fils du dernier chef de canton de Koutiala, s'en est allé. Une grande perte pour le gouvernement qui, pour les obsèques de l'homme, a dépêché une forte délégation conduite par le ministre d'État de l'administration et de la décentralisation. Au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, de l'ensemble du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, nous tenons à présenter nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. C'était un homme très affable, un homme qui a contribué énormément à la cohésion, à l'entente entre les communautés de notre pays. Le chef traditionnel et coutumier de notre pays, nous allons le regretter. Il nous laisse un lourd héritage composé essentiellement de vertus. Donc l'héritage laissé par le Djamanatigi de Koutiala doit nous inspirer. Un grand Koutiala est parti. Il est formidable. Et cela dans tous les domaines de la vie sociale. Né en 1951 à Koutiala, Oumar Cheikh Di Barou Ouattara était un technicien supérieur de l'audiovisuel qui a marqué l'échiquier politique du Mali. Pour mémoire, il fut député à l'Assemblée nationale du Mali de 1997 à 2002. Un homme d'une grande sagesse, un homme d'une grande ouverture, un homme d'une grande courtoisie. Et nous venons de perdre un grand allié, pratiquement un grand soutien pour notre organisation. Il aimait énormément sa ville, qui est Koutiala, et la population de Koutiala. Tout le temps, la préoccupation sur sa population, le bien-être de sa population. Ça, je l'ai beaucoup aimé à lui. En 2021, Barou Ouattara a été intronisé patriarche des Ouattara de Koutiala. Sa famille durement éplorée fait des bénédictions pour le rassembleur qu'il était. Il s'est suffisamment promené à travers le monde, cela pour avoir suffisamment d'expérience. Et malgré tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était, il a décidé de venir en famille, être auprès de nous, nous montrer le chemin, comment se battre pour réellement faire de notre ville la ville idéale. Nous ne pouvons que lui souhaiter tout le meilleur, et qu'il repose en paix et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Feu Oumar Cheikh Ouattara est parti. Il nous a laissé un message
Avant son décès, c'était le message de la cohésion sociale. Après la prière mortuaire, le patriarche des Ouattara de Koutiala a été inhumé dans sa résidence, laissant derrière lui une famille et une population inconsolables. Dors en paix, patriarche. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu protège notre pays.